Bonjour à tous, bienvenue du coup à cette conférence Capitalisme et écologie, mariage impossible. Alors on voit qu'effectivement ce sujet passionne vu le nombre que vous avez été, vous avez submergé avec le nombre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû changer d'auditoire. Mais donc voilà, je me présente, je m'appelle Charlotte et je suis la vice-présidente de COMAC ULB. Donc COMAC, c'est le mouvement étudiant du PTB. On a un cercle de gauche présent sur le campus qui veut rassembler tous les étudiants qui pensent que le système dans lequel on vit n'est pas une fatalité et qui veulent se battre contre toutes les injustices, qu'elles soient sociales, qu'elles soient liées à l'enseignement, au sexisme, au racisme ou encore au climat. Alors pourquoi est-ce qu'on se concentre justement aujourd'hui sur la question climatique ? Voilà, on voit qu'aujourd'hui, les conséquences du réchauffement climatique, elles se font ressentir de plus en plus, que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit les sécheresses ou d'autres. Les conséquences se font ressentir de manière complètement injuste, et ce, au profit de seulement une toute petite partie de la population. Et on pense aussi que pour construire une alternative d'un monde qui soit solidaire, pour ça, il va falloir que chacun puisse vivre là où il est, de manière saine, dans un environnement qui soit sain, et qu'on a besoin d'avoir une justice climatique aujourd'hui. À la veille de la COP24, qui vont se passer la semaine prochaine, on pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir mener le débat autour d'un enjeu qui nous semble crucial, à savoir, est-ce que le capitalisme, donc le système économique dans lequel on vit aujourd'hui, est compatible avec la lutte environnementale. Avec COMAC, on pense que c'est important donc, de créer du débat, mais pas seulement, on pense aussi que c'est important de pouvoir avoir des mouvements avec un maximum de personnes. C'est pour ça aussi qu'on vous invite, je vous préviens déjà, à la manif du 2 décembre, Claim the Climate, où on vous invite à nous rejoindre avec COMAC lors de cette manifestation de dimanche. Et aussi, du coup, vous avez normalement reçu à l'entrée, un petit mot aussi, vous avez reçu une petite feuille, une évaluation à l'entrée. On vous invite à, du coup, les remettre à la fin de la conférence. Ça nous permet de pouvoir à la fois nous améliorer et puis, si vous êtes intéressé de garder plus de contacts avec nous, de pouvoir garder vos contacts. Il y a aussi des fiches de attaque qui vont circuler dans l'auditoire et qui seront aussi disponibles à la fin, sur lesquelles vous pouvez laisser vos contacts pour avoir des informations de attaque. Et je passe la parole d'ailleurs maintenant à Christine. Bonsoir, donc tout le monde sait l'intitulé de la soirée, Capitalisme et écologie, mariage impossible. Pour l'anecdote, on vient de discuter de savoir si on était un point d'interrogation ou pas au bout de ce titre. Pour moi, on peut l'enlever. Les intervenants de ce soir, Madame Zoé Genot, qui est députée bruxelloise pour Écolo, que je remercie doublement puisque non seulement elle prend son temps, mais en plus elle est malade, donc on va pouvoir compter dessus, c'est vraiment chouette. Monsieur David Bestiaux, qui est vice-président du PTB. Merci également, j'imagine que l'emploi du temps quand même non plus. Donc, je vais vous lire une petite présentation d'1 minute. Ensuite, je vous dirai le déroulé de la soirée. La présentation, c'est tous ici autour de la table, tous ici dans la salle, nous partageons un souci criant de la question écologique. Nous partageons la conscience et l'objectif qu'un changement radical en matière d'écologie est absolument nécessaire. Au-delà de cet accord, la question est de savoir si les chemins envisagés par les uns et par les autres ont une chance d'aboutir. Le but est commun, la nécessité est criante. La dissension possible porte sur le comment. Les comment nécessitent d'identifier les causes et par-delà les obstacles. C'est là où des tensions peuvent naître, au-delà des cadres de référence idéologiques plus ou moins différents qui génèrent des contradictions ordinaires, des questionnements du parcours politique courant. Nous sommes maintenant dans un contexte où nous savons qu'une erreur d'appréciation nous enverra tous à la catastrophe et que cette catastrophe est déjà très proche. Le rapport du GIEC, par exemple, nous l'a rappelé de manière beaucoup plus évidente. Les turbulences climatiques aussi, même s'il n'y avait pas de rapport. Donc, cette catastrophe est déjà très proche. Nous n'avons peut-être pas fait l'analyse des causes fondamentales assez tôt. Ce qui fait que malgré les volontés de changer les choses, nous n'avons pas forcément pu
changé suffisamment. Je tiens à souligner et à répéter que nous avons un but commun. Nous n'avons plus le temps de nous tromper de chemin. Quand on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on peut devenir tendu. Cette tension-là, c'est une source de force dans un combat. Cette force, nous devons la canaliser du bon côté. Et la première erreur serait de s'en prendre à ses alliés potentiels pour des ennemis. Alors que d'ennemis, de vrais prédateurs, on en a suffisamment. C'est un appel que je fais fréquemment. J'appelle à ce que les gauches se tiennent de près parce que nous avons suffisamment d'ennemis en face. Pour la question écologique, comme pour toutes les questions politiques, il est essentiel de prioriser ces combats et ces alliances, sinon on est voué à l'échec. Ici, on ne peut pas se le permettre, on doit s'entendre. Pour ce qui est du déroulé de la soirée, elle se déroulera en 3 temps. 5 questions auxquelles il sera demandé à Mme Genot et à M. Bestiaux de répondre, chacun en 5 minutes. C'est un défi. Une interpellation politique de Didier Brissa du Mouvement Demain sur la question de l'écosocialisme. Et ensuite un débat, échange avec le public. Les questions, on les fera en 2 temps. Vous posez vos 3 questions, puis l'intervention de M. Brissa, ensuite les 2 dernières questions. La première question. Quelles sont les causes et responsabilités essentielles du dérèglement climatique selon vous? Alors, mais je dirais, la réponse que cette salle-ci attend, c'est tout ça, oui, il y a des causes pour le dérèglement climatique, et tout est la faute du méchant capitalisme et des méchantes industries. Je crois que, et on le sait tous, c'est juste, mais un peu court. Parce que on a tous été versés dans, je dirais, un peu l'héritage des années 50. Tout va aller de mieux en mieux, on va tous vivre et pouvoir consommer de plus en plus, les ressources sont un peu infinies, on va pouvoir puiser et consommer de plus en plus, d'abord ici au nord et puis au sud, ça va aller de mieux en mieux, et on a complètement nié, je dirais, la finitude des ressources. On a complètement nié le fait que, eh bien, ce qu'on fait ici, on ne peut pas le faire dans le sud, qu'il y a des inégalités ici, mais il y a aussi les inégalités par rapport aux générations futures et par rapport aux générations du sud. Donc, clairement, on s'est un peu versé dans des illusions. Et puis, il y a eu les premiers chocs pétroliers. Et là, je dirais, il y a eu un peu un retour sur Terre. Ah, oui, ces ressources ne sont pas infinies, ces ressources ont quand même un prix, même si le prix du marché est très fictif par rapport à ce qu'il devrait représenter dans une société comme la nôtre, si on veut continuer à long terme. Mais alors, quand on regarde quelles sont les causes par rapport au climat, la première cause, c'est celle que généralement vous ne verrez pas dans les graphiques. Parce que quand vous voyez les graphiques des problèmes de climat en Belgique, on vous dit, mais voilà, les émissions de gaz à effet de serre sont 45% dues à l'industrie, 22% dues au transport, 20% dues au chauffage, 10% dues à l'agriculture et quelques autres. Mais ce dont on ne vous parle pas, c'est toutes les gaz et toutes les émissions qu'on cause dans les pays dont on importe les produits. Et donc on a tendance à travailler uniquement sur, je dirais, les gaz à effet de serre qu'on produit ici. Mais quand j'achète un GSM, ben, les gaz à effet de serre de la production de ce GSM, c'est pas ici qu'ils ont été produits. Néanmoins, c'est quand même à moi que ces gaz à effet de serre profitent. Et donc, chaque fois qu'on achète quelque chose qui est produit en Chine ou autre, la bouteille, etc., ce sont des gaz à effet de serre qui sont produits pour notre confort. Et donc, on va devoir travailler, quand on parle des causes, ben, ce sont les causes ici, mais ce sont aussi les causes que l'on génère ailleurs, sur lesquelles nous allons devoir travailler. Et ça va être la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on travaille sur ces différentes causes. Quelle autre cause? Et je vous l'ai dit, ici, celle sur laquelle on peut travailler et celle sur laquelle on doit travailler le plus directement, c'est le transport. Parce qu'à l'heure actuelle, ces dernières années, eh bien, on a réduit notre consommation en matière de chauffage, on a réduit nos consommations en matière d'industrie, etc. Mais ce qui continue à augmenter, c'est le transport. Pourquoi? Parce que depuis le début des années 80, on s'est éparpillé complètement.
c'est moins le cas à Bruxelles, mais quand vous voyez en Wallonie, eh bien, on a construit des lotissements, on a construit des commerces en zoning, et maintenant, pour les personnes, c'est j'habite dans mon lotissement, je vais travailler à un endroit souvent mal desservi par les transports en commun, puis je vais chercher mon enfant, puis je vais faire mes courses dans un zoning commercial. Autant dire, je suis quasiment coincé dans la voiturodépendance. Et donc, c'est là le premier grand chantier auquel on va devoir s'atteler. Et c'est la première grosse cause, c'est de devoir se dire, ben non, on ne va pas pouvoir continuer dans cette voiturodépendance. Le deuxième grand chantier, donc, c'est l'industrie ici. 45% des gaz à effet de serre sont du CO2 et des émissions de CO2 sont produits par l'industrie en Belgique. Et là, il y a un effort qui a été entamé, mais très léger. Quand vous voyez, quand on parle de compétitivité, etc., pour les entreprises, en général, qu'est-ce que vous entendez dans la phrase suivante? C'est « il faut réduire les salaires ». Vous n'entendez jamais. Et nous allons essayer de décarboniser notre industrie, nous allons cesser de brûler des énergies renouvelables. Non, c'est jamais de ça qu'on parle quand on vient avec ces questions de compétitivité. Pourtant, tout le monde le sait, si nos entreprises sont peu à peu guidées dans cette voie, il y a moyen vraiment de faire des grosses économies de CO2 dans ce domaine. C'est vraiment une des causes importantes. Troisième grosse cause, c'est le chauffage. Et le chauffage, là aussi, nous sommes tous responsables, individus, collectivités. J'ai vécu par exemple dans une cité de logement social, et pour faire des économies de court terme, parce que c'est vraiment ça qui a guidé, je dirais, notre société pendant longtemps, parce que pour ne pas devoir installer tout un système de chauffage, on avait mis des petits chauffages électriques. C'était du très court terme. Ça permettait à la collectivité de mettre des logements rapidement et pour pas cher sur le marché. Qui allait payer la note? Eh bien, ce sont les locataires des logements sociaux et c'est la planète. Donc, un gros effort en la matière. On reviendra sur l'agriculture et d'autres responsabilités dans la suite. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, sur les causes, pour un peu prendre le contre-pied de Zoé, je crois que les causes du réchauffement climatique, on les connaît, et on les connaît certainement au niveau international. Ça a été, je pense, tranché au sommet de Rio en 92. Et à partir de 92, et puis après le sommet de Kyoto, on a engagé toute une série de politiques pour répondre à cet enjeu climatique. Donc on connaît le problème d'un point de vue scientifique, on l'a identifié. On l'a identifié les causes humaines. Les causes humaines, on a donné les différents aspects. On a vu aussi que les conséquences, elles sont visibles. On le voit aujourd'hui de manière beaucoup plus nette encore qu'il y a quelques années. On l'a peut-être moins vu quand c'était au sud et on le voit beaucoup plus aujourd'hui parce que ça se voit aussi au nord. La sécheresse, une des plus longues et des plus fortes en Europe. L'incendie le plus important de l'histoire récente en Californie, des tempêtes, des ouragans au Japon, etc. On a vu aujourd'hui, on voit directement les conséquences de ce réchauffement climatique. On voit aussi que ce dérèglement est extrêmement injuste socialement. On le voit au sud, on le voit dans la manière dont les plus nantis peuvent se protéger bien mieux que les moins nantis par rapport à ce réchauffement climatique. Et on le voit aussi par le fait qu'on a calculé, en Belgique par exemple, en Europe on va dire, 40 fois plus de CO2 produit par un riche de 1% qu'une personne qui est dans le bas de l'échelle. Alors on est devant des objectifs clairs qui ont été définis, qui sont approuvés internationalement, moins de 1,5% d'augmentation. Et là, on est devant un problème gigantesque, parce que ce qui a été constaté en 92,
enfin, ce qui a été déjà bien avant évidemment, mais ce qui a été établi où il y avait un certain consensus international, eh bien, tout ce qu'on a mis en place avant a été peu efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu un rapport hier des Nations Unies qui ont dit simplement, si nous continuons avec la politique actuelle, on va droit dans le mur. Si on continue avec les objectifs de Paris, on va droit dans le mur. Si on va arriver à 1,5 degré, il faudra émettre 5 fois moins de CO2 qu'aujourd'hui. Et pas en 2050, d'ici 2030. Pour donner un terme plus... quelque chose de plus matériel encore, en fait, on ne peut plus, si on veut éviter des dérèglements climatiques importants, on ne peut plus émettre au-delà de 400 gigatonnes de CO2. Alors 400 gigatonnes, ça ne vous dit rien du tout. Ben, je vous dis simplement que cette année, on a battu le record, 53 gigatonnes. Vous faites le calcul, c'est simple. On arrive à la limite, si on continue comme on fait maintenant, dans 8 à 9 ans. Et après, on passe au-dessus d'un 1,5 degré. À coût quasiment sûr, avec dérèglements climatiques majeurs. Donc on doit agir maintenant, et les mesures doivent être radicales. Alors, quand on vous dit au sommet de Paris, on a pris des mesures, je vous dis, ça ne va pas mener, si on prend les mesures qui ont été décidées au sommet de Paris, on ne va pas y arriver. Et pourtant, au sommet de Paris, on a donné l'objectif d'un 1,5 degré. Donc c'est un peu comme l'étudiant qui dit, je vais certainement faire 10 sur 10, mais qui prend des mesures pour faire 2 sur 10. Ça, c'est un peu ce qui est en train de se faire. Alors, il serait tout de suite busé. Alors on va se dire, mais pourquoi devant un tel nombre de connaissances, avec tellement d'avertissements de partout, avec une telle unanimité, on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? C'est pas, à mon avis, d'abord les gens et les mentalités. C'est pas d'abord ça le problème. C'est pas non plus la complexité, parce qu'on a réussi au niveau international à faire des choses beaucoup plus compliquées que ça. Des accords de libre-échange, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Des choses beaucoup plus compliquées à réaliser que les mesures qui doivent être prises contre le dérèglement climatique. Ce qui est l'éléphant dans la pièce, comme l'a dit le responsable de l'ONU, c'est le capitalisme. C'est le système dans lequel on est. Parce que aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, il est plus rentable de développer des énergies fossiles. On sait que la moitié des réserves pétrolières, 2 tiers des réserves de gaz doivent rester dans le sol si on ne veut pas arriver à ce dépassement majeur. Mais ça, c'est demander à des multinationales qui aujourd'hui sont parmi les plus importantes du monde de ne plus faire de profit. C'est leur dire de renoncer à la poule aux odeurs. Ça, c'est l'enjeu concret, parce que si on veut des mesures radicales, il faudra que toute une série de matières premières restent dans le sol. Et là, il faudra s'attaquer à la question fondamentale qui est liée au capitalisme, c'est la question de l'accumulation, qui fait qu'aujourd'hui, un capitaliste va préférer investir son argent, je vais terminer, dans la publicité, dans les armes, dans des choses polluantes, plutôt que dans des choses qui sont écologiquement et neutres en carbone. Voilà. On va revenir tout de suite à la suite. Merci à tous. La deuxième question, quelles sont les priorités de vos partis respectifs face à la question climatique et les propositions qui en découlent actuellement au point où nous en trouvons? Donc évidemment, à partir du moment où notre analyse, c'est que effectivement le problème se trouve dans la question du système économique dans lequel on est, on doit pouvoir prendre des mesures qui sont radicales et qui s'attaquent aux racines du problème. Et donc, dans notre optique, on doit mettre en place ce que nous appelons la planification écologique. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses que si on veut arriver à l'objectif qui est donné, on doit les sortir du marché.
on ne doit pas les faire dépendre du marché. Aujourd'hui, la plupart des mécanismes, et c'est la faillite de la politique qui a été menée depuis 20 ans, on les a laissés dans les mains du marché. On a laissé dans les mains, on y reviendra tout à l'heure, dans le marché pour les industries. On n'a pas pris de mesures contraignantes, c'est un choix politique qui a été fait, effectivement, pour la sauvegarde de la compétitivité. On doit prendre des mesures contraignantes, comme on en a pris dans d'autres domaines environnementaux. On a interdit le CFC, on a eu qui mettait en péril l'environnement. On doit pouvoir avoir des mêmes mesures contraignantes vis-à-vis des entreprises. On doit obliger aujourd'hui les entreprises à diminuer par année 10% de leur émission CO2. Ça doit être des normes contraignantes et pas, comme aujourd'hui, dépendant d'un système de marché. Aujourd'hui, vous pouvez acheter votre droit de polluer. Ce n'est pas pollueur-payeur, c'est qui peut payer pollue. Ça, c'est le système. ETS. Si on ne sort pas de ce système, et si on ne met pas en cause ce système et on n'arrive pas à des normes contraignantes, on ne va pas y arriver. Donc si on veut s'attaquer aux 45% d'émissions qui viennent en Belgique, des 200 plus grandes entreprises de Belgique émettrices de CO2, il va falloir imposer des normes contraignantes vis-à-vis de ces entreprises et pas rester dans la logique du marché ETS. On va devoir aussi reprendre le contrôle sur l'énergie. On a vu toute la saga des centrales nucléaires. Nous avons laissé dans les mains de quelques multinationales, en Belgique, Engie et Luminus, la stratégie énergétique du pays. Elle doit revenir dans les mains de la société. On doit pouvoir avoir une politique énergétique, et certainement pour forcer le passage aux énergies renouvelables, on ne doit pas dépendre du moment où des multinationales vont dire « Ah tiens, on peut faire du profit là-dedans ». Ben oui, entre-temps, les centrales nucléaires, ça coûte beaucoup moins cher pour elles, et ça fait beaucoup plus de profit. Donc, tant qu'on ne remettra pas non plus la main sur la question du secteur énergétique, dans notre optique, on ne va pas y arriver non plus. Ça veut dire avoir des entreprises publiques au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et pouvoir radicalement passer aux énergies renouvelables. Sur la question du transport, le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, la politique du transport n'est une politique qui est tout à fait liée à la politique où on a estimé que le libre-échange, que le néolibéralisme est plus important que l'écologie. Puisque on a fait des coupes, au lieu d'investir massivement dans le transport en commun, on a au contraire coupé dans la SNCD, et ceci dans tous les autres pays d'Europe aussi, dans le reste des pays occidentaux. Donc on estime qu'il faut investir massivement dans les transports et faire un shift de transport de cette manière-là. Et pas du tout, comme la politique actuelle on est en train de faire, c'est-à-dire de pénaliser, culpabiliser l'utilisateur qui n'a pas d'autre choix, parce qu'il n'y a pas de transport, que d'utiliser sa voiture. C'est la taxe des accises sur l'essence, donc 800 millions d'euros ces 3 dernières années. Avec ça, on peut rendre le transport gratuit partout en Belgique. Même plus. Bon. Mais ces accises, évidemment, n'ont pas servi aux politiques environnementales, évidemment. Elles ont servi à autre chose, à un tax shift au bénéfice des grandes entreprises. Donc on doit pouvoir avoir toute une série de mesures qui mettent en place et qui contestent la manière dont c'est pris en main aujourd'hui par le marché. Et deuxièmement, et ça nous semble très important, il faut réussir à amener l'ensemble de la population à faire cette transition énergétique. Et aujourd'hui, la politique qui est menée est une politique où on dit aux gens, c'est de votre faute que c'est de cette manière-là. Nous pensons que nous devons mettre en place des mesures vers la transition écologique qui peuvent apporter l'adhésion des couches populaires. Le chauffage urbain, on l'a vu au Danemark, donc le fait qu'au Danemark il y a une telle adhésion pour le projet écologique, c'est aussi parce qu'il y a eu des projets collectifs, comme le chauffage urbain, qui permet dans des grandes villes à avoir un coût énergétique beaucoup plus bas qu'il n'y avait avant. On doit pouvoir avoir des moyens, je l'ai évoqué, sur la question du transport. Au lieu d'augmenter les accises, il faut rendre le transport en commun
accessible, beaucoup plus accessible et beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. On doit avoir toute une série de mesures qui amènent les gens derrière le projet écologique, derrière le projet de la transition écologique. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de dresser les gens contre le projet écologique en prenant des mesures qui touchent bien davantage les couches populaires que les plus riches. J'ai déjà donné l'exemple des grandes entreprises qui n'ont pas été touchées, mais c'est évident que si vous augmentez la taxe sur le diesel ou sur l'essence, ben ça touche évidemment beaucoup plus quelqu'un qui gagne 1 400 € que Albert Frère qui prend l'avion quelques fois par mois et qui, lui, ne paye aucune taxe sur son kérosène. Donc c'est évident que cette question sociale, du lien entre la justice sociale et la justice climatique, nous semble capitale pour pouvoir avancer vers une transition écologique durable. Je préfère celui qui marche, merci. Mais donc, quand on voit que M. Trump, un des premiers actes qu'il a posé, c'est de dire, ben non, même les efforts prévus pour la COP, qui, on vous l'a dit, ne sont pas si excessifs, non, c'est déjà trop, il s'en retire. Donc, la question est, qu'est-ce qu'on fait si tout le monde n'y va pas? La seule solution, c'est donc de se dire, ben voilà, on travaille avec ceux qui veulent avancer. Et ceux qui ne veulent pas avancer, eh bien, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe avec M. Trump? On a des accords économiques. Et bien, si M. Trump ne tient pas ces accords, eh bien, nous ne tiendrons pas nos accords économiques. Et donc, nous sommes pour pouvoir développer un système de droits de douane sociaux et environnementaux qui permettent d'appliquer ici, à l'échelle européenne ou à l'échelle belge, toute une série d'adaptations et de pouvoir forcer nos entreprises à avancer vers la fin, par exemple, de l'utilisation d'énergies fossiles. Il faut vraiment se dire que brûler des énergies qu'on ne peut pas renouveler, c'est terminé. Mais pour pouvoir, je dirais, les forcer de manière énergique, la seule manière, c'est d'avoir des droits de douane sociaux et environnementaux. Sinon, vous aurez beau mettre des règles très fortes, des incitants très forts et de renchérir toutes les activités qu'ont les industries à l'heure actuelle et qui sont dommageables, eh bien, on importera les produits, on importera l'activité industrielle de l'extérieur. Donc, ça ne peut se faire qu'avec des droits de douane sociaux et environnementaux qui vous permettent de réellement agir à l'échelle de l'Europe, du pays. Et donc, agir sur quel point? Le premier point, c'est agir donc en matière d'énergie. Et donc, je vous l'ai dit, donc l'objectif, c'est qu'on arrête de brûler ce qui n'est pas renouvelable. Et pour ça, par exemple, en matière d'électricité, qu'on travaille au maximum avec les collectivités, que ce soit des collectifs de citoyens, que ce soit les collectivités publiques, que ce soit des petits entrepreneurs. 2 tiers de l'électricité produite en Belgique pourrait être produite par des petites unités d'énergie renouvelable. C'est totalement possible. À l'heure actuelle, les technologies permettent déjà cela. Et autant une centrale nucléaire, ce n'est pas possible pour un collectif de citoyens de se lancer là-dedans, autant il y a toute une série de technologies à l'heure actuelle qui sont beaucoup plus appropriables. Ce n'était pas possible avant. Et c'est comme ça que des grandes sociétés d'État ou industriels se sont appropriés les savoirs. Maintenant, il y a vraiment moyen, du coup, de démocratiser beaucoup plus la production d'électricité et de permettre véritablement un travail plus intégré et plus maîtrisé par les citoyens. On considère vraiment qu'on va devoir revenir à une économie qui est plus locale, y compris pour l'électricité. Ça sera en matière de production, mais aussi en matière de stockage, où on a fait des gros efforts. En matière d'industrie, il y a eu des efforts qui ont été faits à un moment quand on disait, par exemple, dans le secteur du papier, il va y avoir un accord de branche et vous allez diminuer vos émissions de 30%. Ça a fonctionné. Puis peu à peu, on a continué, on a laissé faire. C'est un peu comme des conventions collectives en matière sociale, mais c'est des conventions collectives en matière environnementale. Ça veut dire quoi? À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle dit l'industrie? Elle dit d'abord, j'ai envie de maximiser mon profit, et donc vos histoires environnementales, vous êtes bien gentils, mais bon, vous ne m'intéressez pas. Et deuxièmement, elle dit, écoutez, moi je ne vais pas faire un effort si mon voisin ne le fait pas.
C'était le gros, je dirais, avantage des accords de branche, c'était de dire tous les acteurs d'un secteur, vous allez faire cet effort-là. Tous les acteurs d'un secteur, maintenant, vous n'allez plus pouvoir produire ceci en brûlant du pétrole, en brûlant du gaz, et voici les deadlines. Parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes peu crédibles. Nous disons, voilà ce qui va devoir se passer à telle échéance, en 2020, ça doit être ceci, 2025, ceci, 2030, cela. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on ne tient pas. Et donc, il faut vraiment, on le voit dans les pays scandinaves, quand ils ont réussi à obtenir des modifications, c'est parce qu'ils ont été très clairs. Par exemple, par rapport à la taxe carbone en Suède, c'était vraiment de dire, en 2020, ce sera comme ça, en 2025, ce sera comme ça, et c'est pas parce qu'on va changer de gouvernement qu'on va enterrer cela. Donc, quand il y a une crédibilité, les acteurs se disent, bon ben voilà, il n'y a pas tellement de choix, je vais devoir m'y conformer, c'est comme ça que ça va se passer. On va devoir énormément travailler aussi en matière, je ne sais pas combien de temps je suis, donc je me suis pas... Pardon ? C'est déjà fini. Bon. Alors, juste un petit peu quand même en matière de transport, parce que dans la matière, vous vous êtes rendu compte, c'est important. À Bruxelles, on n'a pas le problème, mais clairement, il va falloir redensifier. Je vous parlais tout à l'heure des trajets en Wallonie entre le lotissement, le zoning, l'école, le lieu de travail, etc. Il faut, si on veut, à l'heure actuelle, le transport depuis le début des années 80 a explosé. Si on veut pouvoir diminuer les émissions liées au transport, il faut rapprocher les gens de leur lieu d'occupation, de leur lieu de consommation, des activités culturelles, etc. Et donc, il faut vraiment revenir dans les centres urbains. Il faut soutenir massivement le transport actif. C'est quoi le transport actif? C'est la marche, c'est le vélo. Et si on se rapproche, si on rapproche nos activités, ça va pouvoir être fait. C'est aussi soutenir, je dirais, le vélo actif, le transport actif soutenu, et donc permettre à ceux qui ont un vélo électrique, à ceux qui ont une trottinette électrique et autres, de pouvoir recharger. C'est pas, au niveau du transport en commun, c'est vraiment investir massivement, et on considère qu'il faut augmenter au minimum de 5% le nombre de places chaque année dans les années qui viennent en matière de transport en commun. Ça veut dire plus de lignes, ça veut dire plus de fréquences sur les lignes, ça veut dire réouvrir toute une série de petites gares. On n'a pas le choix, on ne peut pas demander aux gens de prendre des transports en commun s'il n'y a pas de transport en commun, je dirais, un peu cohérent à l'endroit où ils vont. Et à Bruxelles, ça varie encore, et encore sur certaines diagonales et à certains horaires, ça ne va pas. Mais en Wallonie, c'est vraiment une catastrophe quand vous voyez des endroits où il y a 2 bus qui passent par jour. Comment est-ce que vous voulez demander aux gens de passer à autre chose? Et la troisième chose, c'est vraiment développer des initiatives de voitures partagées. Oui, de temps en temps, ça peut être utile d'utiliser une voiture ou autre. Mais on doit, par contre, posséder une voiture qui, la majorité du temps, va occuper de l'espace public sans l'utiliser, ça n'a aucun sens. Il y a vraiment un gigantesque effort à faire en la matière. Et la quatrième chose, c'est une allocation mobilité. Je veux dire, à l'heure actuelle, on a une somme qui est utilisée pour les voitures de société. On voudrait vraiment qu'on puisse utiliser cela pour une allocation mobilité. Celui qui marche, et bien voilà, l'allocation mobilité, c'est dans sa poche. Celui qui utilise transport en commun, eh bien, ça payera son abonnement et un peu plus. Celui qui veut utiliser sa voiture, eh bien, ça interviendra. Du coup, si le coût, parce que on peut croire que, je veux dire, on va pouvoir continuer comme ça, mais c'est pas possible. Donc, si le coût de la mobilité en voiture devient plus proche du coût environnemental, eh bien ce sera en partie socialement amorti grâce à cette allocation mobilité, puisqu'à l'heure actuelle, vous savez bien que tout ce qui est, je dirais, soutien à la voiture de société est très inéquitablement réparti, donc le fait d'avoir une allocation mobilité permettrait de le répartir de manière beaucoup plus équitable. Voilà, tu peux dépasser le temps. Donc, je propose, comme on fait ping-pong, de vous repasser la parole pour la question suivante et on la fera plus courte. Donc, la question suivante, c'est quel devrait être le rôle de l'État dans la question climatique? C'est pas une petite question. Dans le contexte sociopolitique présent, ce rôle est-il souhaitable, possible et pourquoi? Merci. Mais pour moi, le rôle de l'État,
c'est un rôle, je dirais, de protection par rapport à ceux qui ne sont pas représentés à l'heure actuelle, je dirais, autour de la table. Donc, qui est-ce qui n'est pas représenté autour de la table? Eh bien, c'est la planète, c'est la faune et la flore, ce sont les plus démunis, ce sont les pays du Sud, ce sont les générations futures. Et là, le rôle de l'État, c'est de dire, eh bien, on va prendre en compte tous ceux qu'on ne prend pas en compte à l'heure actuelle. On va protéger cette planète, ce futur, ces plus faibles, etc. Quand on voit les catastrophes ici, on en parle peu. Mais quand vous voyez les sécheresses, l'augmentation des températures, les ouragans, les raz-de-marée, etc., ce sont des catastrophes, pour les gens qui les subissent, ce sont de véritables catastrophes. C'est plusieurs millions d'habitations qui, dans les pays asiatiques, ont été rasées ces dernières années. C'est des millions de gens qui ont dû se déplacer parce que, à l'heure actuelle, leur agriculture était complètement mise à mal par les causes du réchauffement et par les sécheresses qui se font beaucoup plus intenses. Quand on voit les dangers qui pèsent en matière d'agriculture, d'accès à l'eau douce, vraiment, on ne peut pas rester... Et donc, quels sont les outils que l'État a pour agir là-dessus? Le premier outil, c'est l'outil, je dirais, le plus standard et le plus doux, c'est tout ce qui est information, sensibilisation, éducation. Le deuxième outil, c'est aussi un outil relativement sympathique, c'est les incitants. C'est vous dire, ben voilà, vous allez isoler votre maison, on va vous y aider, on va soutenir massivement l'effort que vous allez réaliser. On va modifier les cadres. Et donc, c'est en matière de réglementation, par exemple, se dire, bon, ben maintenant, les gobelets en plastique, c'est terminé, on ne peut plus se permettre d'utiliser des énergies fossiles pour ce genre d'activité. On en aura encore besoin pour quelque chose qu'on ne peut pas éviter, mais voilà. Et les deux autres outils qu'il va falloir utiliser, ben, c'est travailler sur le marché des quotas d'émissions. À l'heure actuelle, il est complètement inefficace et inefficient, et c'est travailler sur le signal prix. C'est le signal le moins populaire, mais avec les accompagnements sociaux, il est nécessaire. Croire qu'on va pouvoir avancer sans travailler sur le signal prix, je pense que c'est une utopie. Merci. Monsieur Bessiot. Oui. Alors, pour être dans le débat et pour réagir à ce qui a été dit et un peu mettre en contradiction par rapport à la vision que nous prenons, je pense qu'on est devant une contradiction importante aujourd'hui, parce que les mesures qui ont été proposées sont, à mon avis, complètement insuffisantes. Tant au niveau de l'énergie, du transport, on ne va pas y arriver avec des mesures où on va travailler avec des petites unités. Non, il faudra avoir un plan d'ensemble au niveau du pays et au niveau de l'Europe. On va devoir mettre ensemble et extraire ce secteur du marché. Ce n'est pas les petits coopérateurs qui vont s'en sortir tout seuls face à des grandes multinationales qui aujourd'hui investissent massivement, non seulement dans les énergies fossiles, mais aussi dans les énergies renouvelables. Et donc les mécanismes vont se reproduire. Donc je pense qu'on doit résolument choisir sur la question de l'énergie publique. La même chose sur la question du transport. Tu parles d'incitant et tu parles aussi de signal prix. Moi, je pense qu'il y a un problème quand on avance la taxe carbone, et en fait, la taxe diesel aujourd'hui, c'est un prélude de la taxe carbone. C'est effectivement penser qu'en faisant un signal prix, c'est-à-dire en augmentant le prix de l'énergie, par exemple, on va changer les comportements. C'est-à-dire qu'on fait confiance au marché pour changer le comportement des gens par rapport à un enjeu climatique qui, pour ma part, est contradictoire avec ce marché. Pourquoi? Parce que le système tel qu'il est, il est basé sur l'accumulation. L'accumulation, ça veut dire, vous avez de l'argent, vous le placez dans une marchandise et vous obtenez un profit sur cette marchandise. Et si ça rapporte plus de produire des armes, de produire des pesticides que des médicaments, des armes plutôt que des cahiers, eh bien vous allez investir là-dedans.
Tant que vous ne touchez pas à ça, tant que vous n'allez pas, et là vous devez intervenir avec une force collective, avec l'État, avec des règles, avec des lois, pour changer ça. Et tant que vous essayez de contourner ça, comme je l'entends maintenant dans le débat, avec des incitants et en utilisant même les mécanismes du marché, vous allez faire payer les gens qui ont le moins pour les pollutions des plus grandes. Vous n'allez pas toucher de manière, donc on parle de quotas d'émissions qu'il faut revoir, non, ces quotas d'émissions ont prouvé leur faillite. Ils ont prouvé leur faillite parce qu'on a incité, on a impliqué Total, on a impliqué ArcelorMittal, on les a invités aux conférences internationales du climat. Ils doivent sortir. Ils doivent sortir des universités. Quand j'entends qu'il y a des coopérations entre la FEB et l'ULV pour la recherche sur le climat, ça ne peut pas marcher. Ces gens ne sont pas intéressés par ça, fondamentalement. Sauf si on leur donne du pognon. Et beaucoup de pognon. Et ça, ce sera nous qui devrons le payer par la taxe carbone. Ça, c'est le modèle qui est offert aujourd'hui de manière dominante par pas Trump, évidemment. Trump, lui, il a carrément dit je dégage, mais par les Macron de ce monde. Ça, c'est leur modèle qu'ils proposent. Et donc, ou bien on va choisir ce modèle et on va aller non seulement droit dans le mur, mais on va faire payer les gens qui en ont le moins. Et donc, dans notre optique, on doit avoir une autre approche. Et on doit effectivement donner des moyens à l'État d'intervenir et de se mettre en dehors du marché pour des questions aussi essentielles que le transport, l'énergie, le logement. On a parlé du logement, par exemple, qui me paraît une question très importante. Je vais finir là-dessus. Vous n'allez pas résoudre le problème en donnant des incitants. Aujourd'hui, c'est prouvé que ces incitants concernent une minorité de la population et en général les gens les plus fortunés. Vous n'allez le faire que si vous imposez si vous avez un plan d'isolation publique où on peut avoir un tiers payant financé par l'État et qui permet d'isoler l'ensemble des habitations de ce pays. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Ça demande des investissements très importants et ça demande de buter sur un système que j'ai l'impression écolo ne veut pas mettre en cause, en tout cas ce que j'entends, ne veut pas fondamentalement mettre en cause et qui n'est pas climat compatible. On doit aller contre ça, y compris même si on ne le change pas tout de suite. Notre démarche, nos propositions doivent aller à l'encontre de ça. Sinon, ça ne marchera pas. Merci. Je vous remercie pour Je vous remercie pour les réponses que vous avez données aux 3 questions. On va s'interrompre un petit peu le temps que M. Brissa fasse l'interpellation sur l'écosocialisme. Un quart d'heure, M. Brissa, maximum. Alors, on m'a demandé de relever un défi un peu sportif, puisqu'en moins de 5 minutes, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'écosocialisme. Alors, comme ça fait très court, j'ai produit une 70aine de brochures que vous trouverez à la sortie pour ceux qui veulent approfondir. Donc, l'écosocialisme. L'écosocialisme, en fait, tente, sur le plan idéologique et politique, d'apporter une réponse à la question de départ de cette assemblée, la compatibilité ou pas entre capitalisme et écologie. Et la réponse est, comme l'introductrice l'a dit, négative. Alors, d'où vient l'articulation entre un Marx et l'écologie, entre adversité et alliance? Il faut pouvoir considérer au départ toute une série d'éléments. Comme vous le voyez, sur cette planète, il n'y a pas de frontières, ni de poste douane. Il n'y a non plus qu'une seule espèce humaine encore vivante sur cette planète. Nous sommes donc tous des colocataires de cette planète. Colocataire et pas copropriétaire, parce qu'en principe, un locataire, comme vous savez, quand vous remettez votre cote à la sortie de vos études, vous pouvez le remettre dans l'état le plus proche de celui que vous l'avez reçu. On est censé faire pareil avec la planète. Il faut avouer que pour le moment, c'est un peu mal barre. Alors, il se trouve que sur cette planète, un certain nombre d'individus ont mis 4 piquets, une ficelle autour des 4 piquets, et ont dit ce qui est dedans est à moi. C'est ce qu'on appelle l'appropriation des moyens de production. Alors, cette appropriation des moyens de production, elle a été fort détaillée par un penseur du 19e siècle qui s'appelle Karl Marx. Je ne vous fais rien découvrir de particulier, sauf que ce Karl Marx, à son époque, était accompagné d'autres types de penseurs comme William Morris, qui a été un des premiers à mettre en lumière la concordance entre la pensée de Marx et les questions d'environnement, puisque notamment, Marx a dit que le capitalisme exploite 2 choses, l'homme et la nature.
et il en a fait plusieurs chapitres. Alors vous avez aussi un philosophe comme Walter Benjamin qui au début du XXe siècle reprendra ce type de travaux et de réflexion. Et puis en fait, à la naissance de l'écologie politique, à la fin des années 60, au tout début des années 70, en fait, les premiers représentants de l'écologie politique sont des gens qui viennent du marxisme et de la gauche radicale. Alors souvent un marxisme hétérodoxe, hein, souvent un marxisme qui n'a pas une lecture biblique de Marx, mais qui a une lecture critique, c'est-à-dire dans l'esprit de Marx. Et ces penseurs sont notamment René Dumont, qui a été le premier candidat des Verts au présidentiel en France, et qui était en même temps un agronome qui faisait la combinaison entre la réflexion sur l'usage socialisé des moyens de production naturels et la politique et l'environnement, puis d'autres penseurs comme André Gortz, qui articulent justement ces questions environnementales avec les questions de socialisme et d'organisation collective. Puis alors quelqu'un qui va aller plus loin aussi, alors c'est dans la modernisation du capital et la disparition du travail par le remplacement du travail par les machines, on va retrouver un penseur comme Ivan Illich. Puis, fin des années 80, début des années 90, vous avez des Américains, comme quoi tout n'est pas mauvais aux États-Unis, qui ont commencé à ressourcer, à retrouver les racines des questions environnementales chez Marx. Puis ces penseurs vont arriver à nouveau en Europe à travers des intermédiaires comme Michael Lowy, qui va éditer un des premiers livres sur l'écosocialisme, justement, cette alliance entre la pensée de Marx et les questions environnementales. Donc tout ça, je passe. Voilà. Qu'est-ce que l'écosocialisme? L'écosocialisme, c'est ceux qui cherchent à associer les principes de l'écologie politique et du socialisme, en estimant que les deux sont nécessairement alliés, qu'il n'est pas possible d'avoir un capitalisme vert, que le capitalisme, dans sa course effrénée à la recherche du profit maximum dans le plus court de temps, ne peut pas avoir des préoccupations de long terme, comme sont les préoccupations environnementales. Alors, deux éléments pour mettre en association cette question du socialisme et cette question de l'écologie. Le premier élément, c'est la question démocratique. En effet, au XXe siècle, nous avons connu des formes de socialisme qui n'étaient pas des formes démocratiques de socialisme. En tout cas, où ce n'est pas les populations qui décidaient directement de cette organisation collective. De l'autre côté, nous avons connu des tentatives de récupération, voire des tentatives d'annihilation du projet écologique par ni gauche ni droite. Tout le monde est écologique. Tout le monde vit sur la même planète. On est tous dans le même bateau. Sauf que dans un bateau, il y a ceux qui sont en première classe et ceux qui naviguent à fond de canne. Et donc, dans cette question sur l'écosocialisme, il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux. Dont un des premiers essentiels, et là je rejoindrai David sur cette question, c'est Zoé, pourquoi des bureaux de douane? Ce qu'il faut, c'est relocaliser la production ici et pas faire venir les smartphones de Chine. Et donc, les bureaux de douane, non, merci. Ce qu'il faut, c'est tout ce qui peut être produit ici doit être produit ici et non plus à l'autre bout de la planète. Non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Quand une part essentielle des légumes que nous consommons sont produits en Afrique de l'Ouest au détriment de l'alimentation des populations locales, c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour nous. Reconvertir l'outil industriel, c'est donc justement faire que les outils que nous avons servent aujourd'hui, ici et maintenant. Vous l'avez peut-être reconnu à mon accent, je suis liégeois. À Liège, on avait un truc qui s'appelle la sidérurgie. En Wallonie, 95% de l'éolien qui est installé est fabriqué en Allemagne ou en Espagne. Pourtant, qu'est-ce qu'il faut pour faire une éolienne? Il faut de la tôle d'acier, il faut des turbines électriques. Deux choses qu'on produisait dans le bassin liégeois. Aujourd'hui, il n'y a plus les outils, il n'y a plus les savoir-faire, il n'y a plus les hommes pour les faire. Redistribuer le temps de travail et le sens et la nécessité du travail. Aujourd'hui, vous avez en Belgique près de 700 000 personnes privées d'emploi. Seulement 350 000 à 400 000 sont comptabilisés dans les chiffres de l'ONU. Ça veut dire qu'en fait, on a des millions de travailleurs qui souffrent d'avoir trop de travail
et des millions de travailleurs privés d'emplois qui souffrent de ne pas en avoir. On devrait tous, aujourd'hui, reprendre le chemin qui a été l'histoire du combat du mouvement ouvrier depuis 150 ans. Chaque fois qu'on a des gains de productivité, on réduisait le temps de travail. Vos arrière-grands-parents travaillaient plus de 48 heures par semaine. Aujourd'hui, on est officiellement à 38 heures. Notre objectif devrait être minimum 28 ou 25 heures semaine. J'arrive à la fin, ne vous tracassez pas. Et il faut aussi alors aller vers de nouvelles conquêtes sociales. Voilà. Je termine là l'exposé. Est-ce que j'enchaîne sur les questions? Alors. Cher camarade David, en ce moment, alors, petit intermédiaire, vous savez d'où vient le mot camarade? Ça vient de la Légion romaine, parce qu'il fallait 4 légionnaires pour porter chacun un quart de la tente. Et donc on avait intérêt à être solidaire avec les camarades pour pouvoir remonter la tente à la fin de la journée. Camarade, d'aide, de la terre, caméra, comme la chanson. Alors ça ne veut pas dire que je veux partager la même chambre que toi. Non, pas ça pour alors, donc, je disais, en ce moment, le PTB fait dans ses revendications une démarche essentielle et principale sur la question des salaires et l'augmentation des salaires et donc l'augmentation du pouvoir d'achat. Est-ce que ce n'est pas en fait une façon de continuer d'alimenter la société de consommation anti-écologique plutôt que d'axer ça sur les besoins collectifs, sur la régulation de la production, sur l'interdiction de l'obsolescence programmée, l'augmentation des transports publics? Plaider pour les salaires, est-ce que ce n'est pas reconnaître un aveu d'incapacité de mettre fin au productivisme et de s'inscrire dans l'idéologie du tout au pouvoir d'achat? Cette idéologie, c'est celle sur laquelle nous avons vécu depuis 1945, c'était le partage capital-travail. Et donc aujourd'hui, vu l'urgence des crises environnementales, si on ne résout pas la crise environnementale, on n'aura même plus de quoi s'occuper de la lutte des classes, parce que l'espèce humaine ne sera plus là. Donc, quelles sont les priorités? Voilà. J'en fais pas, j'en ai une pour toi aussi. Donc, Zoé, si l'écologie doit s'ancrer dans une rupture assez profonde avec les logiques actuelles du court-termisme, qui sont celles des logiques boursières, des logiques du marché, du productivisme, de la mondialisation, est-ce que ces logiques sont compatibles avec un parti qui régulièrement hésite à se positionner dans le champ gauche-droite? En tout cas, je le répète, il y a les déclarations d'amour de Zakia pour Didier Reynders, par exemple, amour politique, bien entendu. Tout ça ne sont pas rassurants. Et est-ce que ça ne nous éloigne pas des enjeux globaux? Et donc là, je partage les inquiétudes de David sur plusieurs des éléments que tu citais sur le relèvement des douanes, parce qu'en fait, le relèvement des douanes, c'est que les riches vont pouvoir continuer à trinquer. Les pauvres, ils vont trinquer aussi, mais ils vont bouffer des pâtes pour s'acheter des smartphones. De la même façon, sur la question énergétique, si on laisse le marché réparti entre petits collectifs privés et industries privées, sans mettre un contrôle radical public là-dessus, nous allons reproduire l'histoire des coopératives du mouvement ouvrier qui ont toutes été bouffées par l'ampleur et le rapport de force. Et donc, si on veut vraiment aller vers une société qui soit non productiviste, est-ce que c'est compatible avec le capitalisme vert dont tu nous as donné quelques bribes ce soir? Voilà, merci à tous. Donc ce que je propose, c'est que vous incluez les réponses dans la question qui suit. Est-ce que ça vous paraît possible? Alors, sur la question, et c'est d'abord sur la question de l'écologie et le lien entre l'écologie et le socialisme, je pense que dans ce que j'ai essayé d'expliquer, j'essaie d'intégrer la dimension écologique dans le projet du socialisme 2.0 que le PTB avance et qu'il a avancé à partir de son congrès de la solidarité en 2015. Je vous invite d'ailleurs à lire
c'est un peu la manière dont on essaie d'intégrer la question écologique dans notre combat plus global pour une autre société. Et effectivement, on doit, ça c'est notre analyse, on doit retourner à Marx, au fondement du marxisme, pour pouvoir interroger aussi la question du rapport de l'homme et de la nature. Et du lien, et on a essayé de l'expliquer, du lien qu'il a avec le capitalisme. Alors sur la question précise, je te dirais que oui, si nous n'étions qu'en train de nous battre pour les salaires, je te dirais, tu as raison, si nous étions en train de soutenir les gilets jaunes parce qu'ils défendent le pouvoir d'achat et qu'on ne défendait pas en même temps le fait qu'on veut des transports en commun et une alternative écologique, je te dirais que tu as raison, mais on ne le fait pas. Donc je pense qu'on doit intégrer un combat pour la justice sociale et un combat pour une justice climatique. Et j'ai essayé de l'expliquer, ça me paraît très important. Aujourd'hui, par rapport à l'urgence climatique et par rapport au fait que les choses doivent être faites rapidement, on n'est plus dans la situation d'il y a 20 ans. La contradiction avec les forces à la Trump, et ce n'est pas par hasard qu'il y a des forces à la Trump qui naissent aujourd'hui et se développent, c'est que justement la question devient urgente. Et que justement, pour une série de capitalistes, ils disent « Oh, on s'en fout du climat. On veut continuer à toucher notre pognon. Et on va remettre même en cause la science. » C'est ce que fait Trump. Il a dit hier, je ne sais pas si vous avez entendu, ce rapport de l'ONU, je m'essuie avec. Vous avez entendu peut-être qu'on a nommé dans la même veine un des nouveaux alliés de Trump, c'est le président brésilien. Il a nommé quelqu'un à la tête du ministère, d'un de ses ministères, quelqu'un qui dit que la question climatique est, je cite, un complot marxiste visant à réguler le marché. Alors non, ce n'est pas un complot marxiste, c'est une réalité scientifique, mais oui, s'il faut le résoudre, il faudra passer par une intervention plus importante de l'État. Alors, tout ça pour dire qu'on doit avoir, et on ne l'a pas fait avant assez avec le PTB, ça j'entends bien, mais aujourd'hui on essaie de combiner l'ensemble des questions, et sur la réduction du temps de travail, et sur la question de la transition écologique, et sur la question aussi des salaires. Parce que si, et ça c'est ce que j'essaie d'expliquer, si vous allez envoyer l'idée qu'on va utiliser l'indice prix et la taxe carbone qui a été votée par l'ensemble des partis, excepté le PTB, dans les recommandations sur le climat, c'est extrêmement dangereux parce que vous n'allez pas créer une alliance avec les couches populaires. Vous n'allez pas avoir un moyen d'amener les gens à s'emparer de la question écologique et la faire la leur. Vous allez faire ce qu'on est en train de faire. Si on ne fait pas attention et si la gauche n'intervient pas dans le débat des Gilets jaunes, on va les laisser dans les mains des gens comme Trump et de l'extrême droite. Ça, c'est la réalité. Et donc, on a une responsabilité comme gens de gauche d'intervenir dans ce débat en répondant aux différentes attentes des couches populaires et en amenant la question écologique. Et donc, dans ce sens-là, moi, je ne suis pas un partisan du consumérisme et je trouve qu'on doit amener les gens à ne pas faire du consumérisme. C'est lié entièrement au système capitaliste. On est en train de vendre, je ne sais pas si vous savez qu'un des plus grands secteurs d'activité du capitalisme aujourd'hui, c'est la publicité. Aujourd'hui, 95% du prix du dentifrice Colgate, c'est du marketing. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait faire? Donc non seulement on a un système qui produit, qui met des choses nuisibles, mais qui gaspille d'une manière colossale. Alors oui, on est en train de le mettre en cause, mais en attendant, les gens vivent dans cette société. Ils consomment, ils doivent amener un certain nombre de choses. On doit les amener à consommer d'autres choses, évidemment. On doit amener, mais on ne doit pas amener, comme le système actuel est en train de se faire. On est en train de faire des produits bio par le système de marché qui sont beaucoup plus chers que les produits normaux. Entre guillemets, normaux. Donc, polluants, etc., mauvais pour la santé, tout le bazar. Ça, c'est le capitalisme. Ah oui, tiens, il y a un marché, il y a des gens qui veulent faire quelque chose pour le climat, on va faire des produits bio. Mais ce sera majoré par rapport au prix habituel.
Et c'est ça que je dis qu'il faut remettre en cause. C'est cette question, c'est une question de société. On doit pouvoir avoir du bio pour tout le monde. Et pas simplement pour les gens qui peuvent se le permettre. Donc tout ça pour dire, oui, si on se limitait au salaire, je te dirais, t'as raison, mais on ne se limite pas au salaire, heureusement, et on a un programme très très large que vous découvrirez d'ailleurs dans les prochains mois au moment des élections. Merci. La question suivante, c'est comment vous situez-vous l'un et l'autre par rapport à la question posée en intitulé de la soirée? Autrement dit, l'écologie et le capitalisme sont-ils compatibles ou non? Résoudre la question du dérèglement climatique pour ne prendre que cet aspect des problèmes écologiques, est-ce possible ou non dans une économie capitaliste? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Merci, mais oui, comme la question de Didier recoupait cette question, c'est autant faire les deux en même temps. Et donc, est-ce que l'écolo est de gauche? On l'a déjà dit 50 000 fois. Si être de gauche, ça veut dire être le petit frère du PS. Non, on n'est pas le petit frère du PS qui fait qu'on doit d'office faire alliance avec eux. Par contre, si être de gauche, ça veut dire s'ancrer dans les valeurs de la solidarité, clairement, nous sommes à gauche. Alors, revenons peut-être plutôt sur cette question du capitalisme. En effet, dans le système capitaliste tel qu'il fonctionne actuellement, on le voit, il n'y a pas moyen d'avoir une société soutenable à long terme, plus égalitaire. Ça ne va pas être possible. Est-ce qu'avec le capitalisme, on a tout l'aspect, je dirais, marché financier et autres. Est-ce que si on éradiquait les marchés financiers et qu'on était juste dans une économie de marché libre, il y aurait moyen de faire de l'écologie? Non plus. Qu'est-ce que les écologistes prônent? Les écologistes prônent une économie régulée, une concurrence non biaisée. Dans le sens qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les grandes industries qui clairement sont dans une position où la concurrence n'est plus respectée. Puisque, par exemple, ils ont accès au pouvoir via les lobbyistes, ils peuvent faire des règles qui leur profitent, ils ont réussi à, je dirais, verrouiller toute une série d'avancées technologiques qui fait que des petites industries, des petites PME ne peuvent pas se greffer dessus parce qu'ils ont breveté toute une série de choses. Ils ont, à l'heure actuelle, ils écrasent littéralement les PME, ils monopolisent les réformes fiscales qui font que toutes les niches sont faites sur mesure pour eux. Donc, à l'heure actuelle, on est dans une concurrence qui de fait est faussée, qui de fait est biaisée. Et donc, il faut réorganiser notre économie pour ne plus permettre ce genre de dérive que nous connaissons à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il faut, en effet, un État fort, un État qui met toute une série de règles, un État qui se permet d'agir dans l'économie, un État qui peut décider d'être l'acteur je dirais, central dans les secteurs stratégiques qui, là, peuvent être publics, très clairement. Mais pour nous, et j'entendais, David, que tu parlais, par exemple, d'investir publiquement dans les logements privés pour faire de l'isolation. Mais là, franchement, pour moi, c'est une mauvaise idée. Parce que ça veut dire quoi? Investir publiquement dans les maisons. Ça veut dire soit vous rénovez les maisons de ceux qui ont la chance d'avoir une maison, et donc c'est totalement injuste, soit ça veut dire que vous nationalisez l'ensemble des logements privés, et là, moi je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Travailler sur, autant, je dirais, je ne suis pas pour les multipropriétaires, autant je ne pense pas que ce soit une bonne chose que d'abolir la propriété privée en matière de logement. Donc, oui, je suis pour une économie régulée et avec un État fort qui met toute une série de règles qui limitent les profits. Par exemple, si on peut permettre l'émergence de toute une série d'acteurs, de petits acteurs en matière d'énergie, il faut dire réguler le profit. Par exemple, dire maximum 1% de profit pour pouvoir permettre à toute une série de petits acteurs de rentrer sur ces marchés. Il faut limiter la taille des acteurs. On peut se permettre de mettre toute une série de règles. Mais par contre, vous m'excuserez, je ne crois pas à l'économie planifiée. Je ne crois pas à un État qui décide on va produire X milliers de chaussettes taille 43 l'année prochaine. Je n'y crois pas. Et l'expérience a montré que ce n'était pas beaucoup plus écologique
que le système capitaliste, puisque quand vous êtes dans des systèmes de planification, on a tendance à vous dire, ben voilà, vous avez droit à autant de milliers de litres d'essence pour produire autant de milliers de chaussettes, et si vous avez été intelligent, vous avez été écologique et vous en avez utilisé moins, ben vous avez peur l'année suivante d'en recevoir moins, et donc vous avez tendance à le consommer. Et d'ailleurs, ça se fait même ici. J'ai des militaires qui sont venus me voir en me disant, vous savez, à la fin de l'année, on distribue l'essence qu'on n'a pas utilisée parce qu'on a peur sinon l'année suivante de ne pas le recevoir. Donc, il y a vraiment encore des grosses adaptations du système pour dire au contraire que les services qui ont fait de l'écologie soient récompensés et puissent avancer. Donc, OK pour nationaliser des secteurs stratégiques. Et l'énergie, clairement, en est un. Le secteur des transports en est un autre. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Ce sont clairement des secteurs qui doivent rester dans les mains du public. Mais, par contre, nous pensons, par exemple, on parlait de l'alimentation. Nous, notre modèle, nous n'avons pas la volonté de voir l'agro-industrie du bio se généraliser. On pense au contraire que c'est une multiplication de petits acteurs, y compris les petits acteurs privés, qui doivent être encouragés et soutenus pour pouvoir faire une production locale de qualité et essayer justement, on le disait, de rapprocher le producteur du consommateur. Et oui, je pense qu'il faut des droits de douane sociaux et environnementaux pour permettre de relocaliser justement l'économie, pour l'encourager à revenir et que ça puisse créer de l'emploi ici. Et aussi pour justement nous permettre de remettre une série de règles parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus qu'elles soient produites. Il y a une série de produits dont on n'a plus besoin et qu'on ne va pas produire. Parce qu'à l'heure actuelle, avec la finitude des ressources, on ne peut plus se permettre de produire certaines choses comme des gobelets en plastique ou autres. Et donc, on doit avoir des normes d'interdiction et on doit se dire que ces produits-là, par exemple, ne rentreront plus. Donc, oui, à une économie, je dirais, avec une forte régulation, où on utilise l'ensemble des outils, y compris le signal prix. Et le signal prix, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les classes populaires. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Ce n'est pas un signal prix écologique qui a été lancé avec des taxes accises, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gouvernements, Macron, Michel et autres, qui se sont dit, chouette, le prix de l'essence augmente, chouette, les taxes augmentent, et ça va nous permettre de faire des cadeaux fiscaux. Je ne vois pas où est l'écologie dans ce qui a été proposé. Ce n'est absolument pas ça auquel on a assisté. Qu'est-ce que c'est réfléchir à un signal prix intéressant? C'est chaque fois se dire, quand les gens ont le choix, quand les gens ont une autre possibilité, via le prix, on doit essayer de les orienter vers le choix le plus écologique possible. Et tout l'argent qui est perçu grâce à cela doit être investi massivement pour soutenir justement ceux qui en ont le plus besoin. Et ce n'est pas ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc, je pense que parler d'écologie en parlant des axes, c'est malheureusement complètement à côté de la plaque. Donc pour nous, ce qu'on voudrait voir se développer, c'est vraiment une économie de petits acteurs. C'est permettre à de plus en plus de citoyens de se réapproprier une vie plus locale. Une vie où on décide du mode d'électricité et comment on va le produire, où plus de gens peuvent participer justement à ces choix économiques de proximité, où on développe des potagers, où on relocalise une série d'activités, où on discute avec les gens sur quel type de transport on doit développer, parce qu'à l'heure actuelle, le bus il passe à 8h alors que les vieilles dames elles ont envie d'aller au marché à 10h, ce n'est pas l'outil adéquat. Si on veut que les gens changent peu à peu leur mode de consommation et leur mode de déplacement, leur mode d'habitat, ça ne pourra se faire qu'avec les gens, mais avec les gens à petite échelle et échelle locale. Et donc on ne pense pas que c'est avec un grand État fort au niveau national que ça va se faire. Alors, pour répondre à la question et en même temps pour réagir à ce qui a été dit, je vous dirais, c'est peut-être un scoop, qu'évidemment on n'est pas pour la nationalisation de tous les logements, ni pour la planification des chaussettes 43. Donc rentrer serein à la maison. Hein? C'est un peu
enfin, je trouve que c'est un peu la caricature et il faut lire notre programme. On est effectivement dans une démarche où on a parlé, j'étais assez précis sur ce que je pensais qu'il fallait, ce que j'entendais par la planification écologique. J'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de transport et j'ai dit une politique publique de logement. Donc d'abord les logements sociaux, évidemment, et deuxièmement des incitants de tiers payants pour une série de gens. Or, la politique qui a été menée, y compris quand Écolo est au pouvoir... Le tiers payant, c'était fait. Non, le tiers payant, de manière systématique, y compris pour les couches populaires, et de manière... Non, ça n'a pas été fait, sinon ça serait... Et il y aurait un nombre important de gens, on doit le faire de manière large. Ça, c'est un. Deuxièmement, je trouve que la manière dont tu décris l'économie, et l'espoir que l'économie, moi je suis pour les petits acteurs, je dis simplement que les petits acteurs vont crever s'il n'y a pas au-dessus un État qui régule et qui fout dehors les plus grands. Or, votre programme, sauf s'il change d'ici 2019, n'est pas du tout dans cette optique-là. Si vous demandez aujourd'hui que la politique d'énergie est sous le contrôle de l'État, hein, si c'est ça votre changement, c'est une sérieuse autocritique par rapport à ce que vous avez fait en 1999 en demandant la libéralisation de l'énergie. Ce serait un grand changement et tant mieux. On sera ravis. Mais donc ce sera une autre politique. Mais si vous voulez mettre ensemble les petits producteurs d'énergie, vous devez avoir un plan national qui mette ensemble ça, avec des guidelines, une approche qui est au niveau de l'ensemble de l'économie. Or, aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est un retour à un capitalisme du 19e siècle, parce que c'était ça le marché libre au début. Or, le capitalisme tel que tu le décris, il a des lois. Et ces lois, elles mènent à la concentration d'une série de grands acteurs. Or, ce que tu proposes, dans ta vision, c'est à mon avis beaucoup plus utopique que notre vision de société, qui est de dire qu'il faut aller vers toute une série sur des questions stratégiques, pas sur l'ensemble de l'économie, sur des questions stratégiques, sur une planification écologique. Et que le marché doit être mis en dehors sur des questions centrales par rapport à ça. Alors, c'est d'autant plus important, et c'est là de nouveau l'éléphant au milieu de la pièce, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une réelle démocratie. Parce que j'ai donné l'exemple de l'énergie, je peux donner l'exemple effectivement de l'agroalimentaire, je peux donner l'exemple de beaucoup d'autres secteurs. Ce sont les grandes multinationales qui dirigent. Donc si votre politique n'est pas orientée vers la remise en cause de ce manque de démocratie, du fait qu'on n'a pas la possibilité, dans des questions claires, importantes, stratégiques, de définir une politique, et que vous la faites en réalité, qu'on le veuille ou non, et même si on a l'espoir de revenir à des petits producteurs, dans des secteurs importants, il faut que ce soit la main publique, et pas la main privée, la main invisible du privé, qui revient finalement à la loi du plus fort. Et c'est ça, je crois, le cœur de l'enjeu, sur le fait, est-ce que le capitalisme, est-ce que l'écologie est compatible avec le capitalisme? La réponse est pour moi 50, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, non. La dernière question. Face à l'urgence climatique, estimez-vous les convergences entre PTV et écolo possibles et souhaitables? Si. Après, si on a des débats sur et si oui, quelles seraient les conditions pour que celles-ci puissent voir le jour? Bon. Les intervenants ne sont pas pris par surprise avec les questions. Merci. Mais je pense que, et j'ai bien souvent assisté à ça dans pas mal de mouvements, c'est qu'on se dispute sur quel est l'objectif final. Mais on n'a même pas encore fait la première victoire, le premier centimètre. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, vu l'endroit d'où on part, on a beaucoup de convergences et beaucoup d'objectifs communs. Et c'est indispensable, parce que la seule façon de faire bouger les choses, ça va être vraiment de faire une très très vaste coalition de personnes qui acceptent. Parce qu'on l'a vu, si on veut véritablement passer, je dirais, vers une société où on n'utilise plus de ressources fossiles, où on réduit drastiquement les émissions, où on fait une attention on a une véritable attention pour la faune et pour la flore et pour l'équilibre global,
eh ben, on n'a pas le choix. C'est pas à quelques-uns qu'on va pouvoir le faire. Et donc c'est vraiment en mobilisant à tous les niveaux. Et à l'heure actuelle, je dirais même que écolo-PTB, c'est encore très insuffisant. Ça va être seulement si on arrive à coaliser toutes les énergies citoyennes à tout niveau, aussi bien dans l'association de parents que la Ligue des familles, que les syndicats, que les petits patrons. Je pense que oui, eux aussi, on va avoir besoin d'eux et qu'en effet, ils ne vont peut-être pas y aller pour le plaisir, donc il va peut-être falloir les inciter, mais qu'il y a aussi une série de gens qui ont envie de bouger, qui ont envie. Quand je vois des personnes qui maintenant, à l'heure actuelle, se lancent, font leur ferme, décident de créer une boulangerie où on refait son produit soi-même dans le quartier, etc. Je ne pense pas que ce soit des grands capitalistes avec lesquels nous ne pouvons pas faire d'alliance. Je pense que c'est des entrepreneurs qui, en effet, si on ne veut pas qu'ils dérivent, il va falloir encadrer avec toute une série de règles claires. Mais je pense que la seule manière d'y arriver, c'est de coaliser toutes ces énergies. Et pas en se disputant sur est-ce que c'est 95%. Vous avez signé un papier qui disait seulement 85% de réduction et pas 95%. Non, ça va être vraiment en arrivant à se mettre d'accord sur une série d'étapes pour y arriver, une série d'outils sur lesquels on va y arriver. Et aujourd'hui, j'ai quand même entendu que sur beaucoup d'outils, que ce soit l'investissement dans les transports publics, que ce soit dans l'isolation, que ce soit dans le fait d'obliger toute une série d'industries à muter, eh bien, oui, on a des convergences. Oui, il faut travailler ensemble, mais surtout, il va falloir convaincre une majorité de citoyens que on doit le faire. Je veux dire, ce n'est pas seulement avec les pourcents du PTB et les pourcents d'écolo qu'on va réussir à imposer ça. C'est en le faisant nous-mêmes sur le terrain et c'est en obligeant peu à peu les autres partis à ne pas seulement greenwasher leur discours, mais à, je dirais, véritablement prendre en main avec nous des mesures qui, en effet, vont changer le mode de vie. On ne va pas pouvoir, on parlait du smartphone chinois, et bien nous on n'aura peut-être plus le smartphone chinois et on aura peut-être un GSM qu'on va devoir réparer au fur et à mesure des années. Oui, on va devoir se dire qu'au niveau des vêtements, on ne va pas pouvoir avoir la consommation vestimentaire qu'on a à l'heure actuelle. On va devoir réparer, on va devoir passer aux secondes mains. Et pour que tout ça se fasse, ça ne pourra se faire que via une réduction de temps de travail. Parce que ce n'est pas en travaillant 40 heures semaine, en passant des heures dans les trajets, etc., qu'on va pouvoir être dans un potager, qu'on va pouvoir continuer à travailler avec les autres, construire collectivement des actions au niveau énergétique ou autre. Donc, je pense que c'est un changement de société global qu'on va devoir faire, et chacun avec nos déclinaisons, mais ça va se faire ça ne pourra se faire que si on est un large front. Alors, il est clair que dans notre optique, on est unis certainement évidemment contre les climato-sceptiques. Je crois que c'est évident. Et j'ai dit, je pense que ce combat va s'amplifier parce que ce courant va s'agrandir et on le voit, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Brésil, on le voit aussi aujourd'hui en Belgique aussi. De plus en plus, on est en train de nier même la science pour pouvoir pour essayer de convaincre les gens qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut continuer comme avant. Donc ça, évidemment, on a une convergence là-dessus. On a aussi une convergence, enfin, j'ai eu l'impression dans le débat, qu'il y a toute une série d'acteurs qui aujourd'hui font semblant de faire de l'écologie et qui ont d'autres buts. Donc tout à l'heure, avec l'exemple qu'on a donné de Macron, en réalité, Macron, Verhofstadt, etc., ils n'en ont rien à foutre de l'écologie, croyez-moi. Quand on regarde comment ils agissent, la part qui a été donnée, soi-disant, pour des politiques écologiques, de l'augmentation des axes, c'est absolument pas pour l'écologie, c'est pour transformer la fiscalité. Et passer d'une fiscalité qui est sur le travail à une fiscalité qui est sur la consommation. C'est un vieux projet libéral qu'on essaie maintenant de verdir,
Et c'est un projet qui va faire en sorte que la fiscalité va être beaucoup moins progressive. Elle est déjà pas fameusement progressive, mais elle va être beaucoup moins progressive qu'aujourd'hui. Alors évidemment, pour moi, on ne doit pas faire alliance avec ce genre de forces-là, qui se déguisent et qui mettent du vert sur une politique bleue, qui est clairement anti-écologique. Et ça, j'attendrai aussi, et je pense que c'est important quand on fait des alliances et quand on recherche des convergences, pas simplement on doit avoir un but. Je pense qu'il faut s'entendre, en tout cas on doit identifier, comme tout à l'heure, ça a été dit dans l'introduction, une erreur d'appréciation nous mènera dans le mur. Et je pense que si on fait l'erreur d'appréciation, de penser qu'il y a des alliés chez des gens qui en fait ne sont pas des alliés, et qui peignent leur maison en verre et qui en fait ont une autre politique, on ne va pas y arriver. Et il y en a beaucoup. Or, je constate que dans la résolution, et le débat qu'il y a eu sur la résolution interparlementaire était le suivant, c'est que dans cette résolution, et ça a été défendu de manière très active, aussi par des députés verts, pas par toi Zoé, mais par d'autres députés verts, qui ont défendu aussi les passages où on dit qu'il faut sauver la compétitivité, qu'il faut inclure les entreprises, les grandes entreprises, la FEB, qui s'est fortement inquiétée, etc., etc. Donc je dis, la politique d'alliance, il faut savoir avec qui on l'a fait, mais aussi contre qui on l'a fait. Parce que sinon, on va se tromper et on ne va pas prendre les bonnes mesures. Donc oui, je sais bien qu'Écolo et le point de départ d'Écolo est tout à fait différent que celui de Macron et de Verhofstadt, ça me paraît évident. Et donc, de ce point de vue-là, on est évidemment beaucoup plus proche. Mais la discussion a porté sur le fait, est-ce qu'on a un diagnostic correct, une appréciation correcte, et le fait de définir ce diagnostic donne aussi des conclusions pour quel genre de mesures on prend, la radicalité de ces mesures, pour qui et contre qui on les prend. Et donc l'enjeu, je l'ai déjà dit 2 fois aujourd'hui, c'est que si nous ne faisons pas un travail avec la gauche vers les couches populaires, elles se tourneront contre le projet écologique. Et si on culpabilise les gens, on continue à les culpabiliser en disant « vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça », mais qu'on ne propose pas de manière radicale des alternatives, on va les perdre. Et on n'aura pas un mouvement qui va pouvoir affronter les vrais, ceux qui sont les ennemis du climat aujourd'hui, qui sont des gens qui travaillent, qui sont les tenants de ce système, qui se battent pour le profit. Si vous associez Total, si vous associez ExxonMobil, ici même à l'ULB, à des projets de recherche, vous ne pouvez pas arriver à des bonnes solutions. Donc moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir des alliances avec les petits patrons. Si des petits patrons s'investissent dans les questions climatiques, tant mieux. J'ai dit simplement que l'orientation qu'on donne n'est pas de dire que seulement avec ça, on va pouvoir y arriver. On va y arriver si on a une approche sociétale, globale, dans laquelle aussi la collectivité, donc l'État, a un rôle important dans la manière dont on va changer les choses. Et ça, c'est le point, à mon avis, qui est important dans une politique d'alliance et de convergence. Là où je te rejoins, c'est qu'on doit arriver à rassembler le maximum de gens derrière ça. Et c'est précisément ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'à la fois avoir une orientation contre le capitalisme, mais aussi une orientation qui mêle justice climatique et justice sociale. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir avoir une unité large parmi la population pour pouvoir affronter ceux qui ne veulent pas de changement. Donc j'ai 2 petites questions qui sont assez fort liées. Est-ce que derrière le danger du capitalisme vert, donc de ce greenwashing, il n'y a pas aussi le danger de la croissance verte, qui a, à peu de choses près, à peu près les mêmes tenants et aboutissants? C'est aussi un piège qui pourrait être dans lequel le socialisme et le parti écologique pourraient aussi tomber. On pourrait se dire, ok, on va faire par exemple, avec l'exemple des voitures électriques, on sait qu'on utiliserait plus que la réserve mondiale de lithium pour faire les batteries, et que rien qu'en France, on devrait faire une trentaine de réacteurs nucléaires pour produire cette énergie. Donc, est-ce que, quelque part, derrière le capitalisme, il ne faut pas aussi s'attaquer au mythe de la croissance? Est-ce qu'il n'est pas temps, du coup, première question, d'avoir un discours et des actes qui sont plus radicaux à l'égard de la croissance du PIB et du productivisme? Et deuxième question, si, donc dans l'affirmative,
comment créer un storytelling qui fasse un contre-discours plausible face à ce discours du capitalisme vert, et comment faire en sorte que ce discours soit assez pertinent que pour être vecteur de changement. Bon, pour vous centrer un tout petit peu sur le climat, vous avez quand même des convergences à la fois sur le diagnostic et sur un certain nombre de possibilités, disons, de le rendre moins dangereux. Ceci dit, imaginons, rêvons un petit peu, qu'en mai prochain, vos deux partis fassent un score exceptionnel et que vous soyez amenés à participer à un des gouvernements fédéraux ou régionaux, ou un gouvernement européen que vous soyez collaboré. Vous allez être confronté avec un problème quand même très très sérieux. En l'occurrence, je vous donne le seul exemple du mois de juillet qui était un mois extrêmement ensoleillé en Belgique. Et malgré le fait qu'il n'y avait que 2 réacteurs nucléaires qui fonctionnaient, on a quand même consommé 50% d'énergie nucléaire, à peu près 20% d'énergie renouvelable et 30% d'énergie fossile. Or, c'est dans votre discours qui converge également entre les écolos et les DTP, il faut quitter les énergies fossiles et il faut faire en sorte que, comment dirais-je, les plus pauvres puissent bénéficier, adhérer au projet de la transition écologique. Donc je pense qu'on est vraiment confronté à un très très grave problème qui est plus compliqué sans doute que ce qu'on peut imaginer. Donc je ne demande pas évidemment une réponse définitive, mais c'était un problème de transition énergétique dont je pense que vous ne soutenez, en tout cas ce soir, vous n'avez pas montré que vous maîtrisiez vraiment la complexité du problème. Et je vous demande si dans vos 2 programmes, cette complexité est prise en compte. Merci. Tout d'abord, je vais me permettre de revenir sur le texte interparlementaire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de texte interparlementaire? En fait, il se passe que la Belgique est avec les 3-4 pays qui sont le plus le pied sur le frein par rapport aux discussions en matière au niveau européen pour quels vont être les objectifs climat au niveau européen. On est dans les 3-4 pires pays qui demandent le moins d'efforts à l'heure actuelle. Je ne dis pas très étonnant, c'est le gouvernement Charles Michel et MRPA. En tout cas, la situation, c'est celle-là. Et donc, quelle a été la stratégie? C'était de se dire qu'on ne va pas devenir un génial pays précurseur avec le gouvernement qu'on a. Ça, il ne faut pas rêver. Mais par contre, on va essayer de se mettre d'accord sur un texte qui va passer Parlement wallon, Parlement flamand, Parlement bruxellois et Parlement fédéral, où on va dire au gouvernement, écoutez, vous êtes complètement nuls là, avec les 3-4 qui sont en train de détricoter les objectifs européens en matière de climat, revenez au moins au milieu du peloton. Et donc voilà, oui, cette résolution interparlementaire n'a rien de génial. Mais moi, je l'assume à 100%. Tu as dit, tu n'as pas parlé pour cette résolution parlementaire. Non, je n'avais pas parlé, c'est pas moi qui ai suivi le dossier. Mais je l'assume à 100%. Je suis content qu'on ait remis au moins la Belgique, qu'elle ne fasse plus partie de ces pays qui nous tiraient en arrière, comme elle était en train de le faire. Maintenant, elle ne nous tire pas en avant, mais au moins, elle est dans le ventre mou du bazar. Et voilà, c'est ce qu'on est arrivé à faire avec les majorités telles qu'on les a dans les parlements actuels. Et je l'assume totalement. Pour moi, chaque fois qu'on peut faire avancer les choses, même de 5 cm, 10 cm, il faut le faire. On ne peut pas rester sur le banc de touche en train de dire là, cette phrase-ci est mauvaise et cette phrase-ci est mauvaise. Il faut que ça bouge. On ne peut pas se permettre d'attendre et au contraire de reculer parce que c'est ça que la Belgique était en train de faire à l'heure actuelle. Deuxième chose, capitalisme vert, danger de la croissance verte. C'est clair qu'on est de plus en plus là-dedans. Moi, quand je rentre dans une série de magasins bio et que je vois maintenant ce qu'on vend, que je vois les publicités pour essayer de nous inventer de nouveaux besoins bio, mais bon, etc. On est dans cette croissance verte. Et donc, il y a un véritable défi pour que, justement, il y ait une éducation qui fait qu'on soit critique, y compris par rapport à cette croissance verte. Et que peu à peu, on détricote ce sur quoi elle se construit. Et donc, si on n'a pas, à un moment, le fait de dire « oui, quand vous consommez des ressources, ça va être pénalisé », oui, la publicité en matière, par exemple, de voitures, etc., va dorénavant être interdite.
eh bien, on va continuer dans cette spirale. Et c'est notre boulot, c'est d'essayer de couper cette spirale. Par exemple, on est le maire de Grenoble s'est privé des recettes publicitaires parce qu'il avait l'impression que c'était vraiment quelque chose d'important de supprimer la publicité dans l'espace public. Je pense que oui, ce sont des pas qu'on va devoir faire pour dire on n'est plus d'accord avec ce modèle. Et je pense que c'est pas tellement le panneau publicitaire qu'on a enlevé qui va changer les choses. C'est la discussion qu'on a justement sur quel est l'impact de la publicité à l'heure actuelle et qu'on discute à tout niveau, justement, sur les besoins. Qu'on montre une autre façon de vivre et que cette autre façon de vivre devient désirable. À l'heure actuelle, il y a vraiment un boulot. Tu disais, il ne faut pas culpabiliser les classes populaires. Je suis tout à fait d'accord. Moi, souvent, j'habite à Saint-Josse. Et souvent, quand je discute avec mes voisins, ils me disent oui, mais nous, tu comprends, le bio, le machin, on ne sait pas être écolo, environnementaliste. Mais ils sont écolo-environnementalistes. 65% des gens de Saint-Josse n'ont pas de voiture. La majorité ne va pas en vacances en avion. Ils sont environnementalistes. Ils n'ont pas de 4x4, etc. Ils sont environnementalistes. Ils vont acheter quelques fruits et légumes aux marchands du coin et ils font bien attention de les utiliser pour que ça ne pourrisse pas dans le fond de leur frigo. Ils sont environnementalistes. Et donc, de fait, à l'heure actuelle, malheureusement, je dirais, quand on a une vie où on est attentif, on est environnementaliste, mais ça n'est pas désirable. Et donc tout l'enjeu, c'est de rendre, je dirais, le mode de vie le plus sobre possible, devenir désirable, de montrer qu'avec ce qu'on ne fait pas en consommation, on peut faire plein d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment là l'enjeu pour nous, c'est de montrer tout ce qui va avec ce mode de vie et qui lui est désirable, c'est-à-dire avoir plus de temps pour faire du lien, avoir plus de temps pour investir dans une série d'initiatives. Mais c'est que comme ça qu'on arrivera à le faire. La question de monsieur sur quel plan pour décarboner totalement notre production d'énergie tout en sortant du nucléaire, et bien là je vous recommande le livre de Jean-Marc Nollet, Terre, Mer, Soleil, qui je pense sera beaucoup plus à même que moi-même, qui en effet je suis nettement plus spécialiste des matières sociales ou des questions de diversité que des questions énergie. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen, à l'heure actuelle, en Belgique, avec le soleil qu'on a, de passer dans un autre modèle. Par contre, je n'ai pas dit que c'était à consommation constante. On revient sur la question précédente. Si on veut passer dans ce modèle avec une autre façon de produire l'énergie, ça va être aussi en consommant moins. En consommant moins, on l'a parlé, au niveau du transport, en consommant moins au niveau de l'isolation des bâtiments, mais aussi en consommant moins de manière globale. Alors sur la question du greenwashing et de la croissance verte, tout dépend de ce qu'on entend par ça. Dans le modèle actuel, dans le système dans lequel on est, ce qui domine, en reprenant un terme marxiste, c'est la valeur d'échange. C'est-à-dire que ce que vous avez, tout est marchandise. Et ce qui n'est pas une marchandise ne vaut rien. Donc on est en train de tout marchandiser, y compris, on l'a dit, le CO2, l'oxygène, l'eau, on est en train de privatiser l'eau. Et donc on doit remettre en cause cette question-là. Ça veut dire que pour nous, le problème, et je le répète, n'est pas la croissance en soi, le problème c'est l'accumulation. C'est le système capitaliste qui part d'un capital qui le transforme en marchandise, peu importe quelle marchandise il a, et il se transforme en capital. C'est la valeur d'échange. C'est-à-dire, tout ce qui peut amener du profit va être produit. Moi, je parle d'une autre logique. Dans un autre système économique, c'est la valeur d'usage. Nous parlons de ce qui est important pour les gens. Et donc, on va investir dans la croissance, dans une croissance durable, les choses qui sont nécessaires aux gens. Il y a encore beaucoup de choses qui sont nécessaires. On a parlé du tiers-monde, mais ici aussi, pour toute une série de gens, on a parlé du transport, très important, on a parlé de l'isolation, tout ça, c'est une croissance, mais c'est une croissance durable, quelque chose qui va permettre de garder une certaine finitude. Si vous ne mettez pas ça, si vous ne mettez pas d'investissement là-dedans, et si vous dites on ne fait pas de croissance là-dessus,
ça ne va pas marcher. Mais ça veut dire évidemment que sur toute une série d'autres produits, de marchandises, vous allez en décroissance. Ça paraît évident. Vous n'allez pas produire, vous n'allez pas alimenter le marketing, vous n'allez pas alimenter les produits de gaspillage, les produits de luxe, etc. Vous n'allez pas les développer. Donc ça me paraît très important. Le problème n'est pas d'abord la question de la croissance. Pour nous, le premier problème, c'est la question de l'accumulation capitaliste. Ça, c'est le premier point que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la croissance et produire comme si on avait l'infini devant nous. Certainement pas. On doit l'intégrer et on doit le discuter dans la société sur qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais donner un exemple. Et pour rebondir à la question du signal prix. Normalement, il serait beaucoup mieux que les gens aient un budget carbone. Pas un budget financier, un budget carbone. C'est-à-dire, vous pouvez faire autant de déplacements, vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre, et vous avez, pour tout le monde, le même budget carbone. Ça veut dire que Albert Frère et sa femme de ménage, ils peuvent prendre autant l'avion, l'un que l'autre. Là, on commencerait à discuter autrement qu'aujourd'hui, que par un signal prix. Ça, c'est la discussion qu'on doit porter, parce que sinon, toutes les discussions sur la décroissance vont mener à ne pas aller au cœur du système dans lequel on se trouve. C'est le système capitaliste qui crée ces inégalités. Donc pour nous, c'est important de poser cette question et d'avoir quelque chose par rapport à ça. Et alors, pour rebondir à ce qui a été dit, sur la question d'être désirable, oui, bien sûr, on doit amener les gens à amener à une autre société désirable. Et la première chose, c'est de répartir les richesses. C'est de permettre à des gens qui aujourd'hui n'ont pas d'accès à un certain nombre de choses, d'y avoir accès. Aujourd'hui, il n'y a pas de répartition de richesse. J'ai dit tout à l'heure, au début de l'exposé, 40 fois plus de production, 40 fois plus de production de CO2 pour le pourcent le plus riche que pour les 10% les plus pauvres. Et si on instaure une taxe carbone, parce que ça se trouve bien dans la résolution dont on a parlé, donc nous n'avons pas voté. Je pense que ça dépendait du vote du PTB que cette résolution allait passer. Donc on a essayé d'exprimer un certain scepticisme par rapport à un certain nombre de choses, et particulièrement par rapport à la taxe carbone. Eh bien, la taxe carbone, si on l'applique dans les modèles actuels, on pourra en discuter, mais dans les modèles actuels, ça va toucher 4 fois plus les 10% les plus pauvres proportionnellement à leur revenu que les plus riches. Donc là, on touche à un problème d'inégalité sociale majeure. Et donc, on doit trouver et imaginer des solutions qui résolvent cette question justice climatique, justice sociale. Deuxièmement, sur la question qui a été posée sur l'hypothétique venue au pouvoir de PTB d'écolo. Ensemble, sur la question de l'énergie. Je vous dirais qu'évidemment, nous n'allons pas fermer. Enfin, en fait, oui, parce que Tihange est déjà fermé pour la plupart, donc ils n'ont déjà pas de place. Donc, mais pour être plus clair, la question pour sortir de la boutade, on doit avoir une transition. Ça paraît évident. Je pense qu'on doit pouvoir investir dans des alternatives. On a parlé des énergies renouvelables, mais le problème clé des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir stocker l'énergie renouvelable. Donc vous pouvez produire de l'énergie, le soleil, le vent, etc. Donc il y a l'option des batteries qui est pour l'instant pas du tout crédible et au niveau environnemental et au niveau technologique. Et puis il y a l'option de ce qu'on appelle l'économie hydrogène. Là aussi, je vous invite à lire sur le sujet. Il est possible, si on investit massivement d'un point de vue public, aujourd'hui les firmes privées ne veulent pas le faire parce que c'est trop risqué, les investissements seraient trop grands. Mais si on investit de manière massive, on peut arriver dans un délai de 5 à 10 ans à pouvoir offrir une alternative possible qui permet de lier les énergies renouvelables à une économie hydrogène. Mais pour ça, il faut pouvoir mettre la technologie au service des gens et pas au service du profit. Or, aujourd'hui, une série de développements technologiques ne sont pas pris parce qu'il n'y a pas d'investissement public pour les faire. Quand on a envoyé l'homme sur la Lune, ce n'est pas une firme privée qui l'a fait. Ce sont des investissements publics. Si vous voulez faire des bons en avant technologiques importants, il faut investir massivement au niveau public aussi sur cette question-là. Alors oui, on ne pourra pas arriver tout de suite à la transition énergétique en 2-3 ans, mais il y a des moyens qui peuvent être mis en place
et certainement si on les met en place de manière coordonnée au niveau européen. Moi, ma question est face à l'urgence écologique, parce que vous citiez un rapport de l'ONU. Donc, un rapport de l'ONU donnait, pour être exact, 2,5 ans avant de franchir un seuil irréversible. Est-ce que vous pensez sincèrement, et en étant réaliste, qu'on peut et lutter contre le réchauffement climatique et changer de système en même temps et en étant tout aussi efficace? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt utiliser les moyens qu'on a à notre disposition face à l'urgence de la situation pour aller de l'avant et non pas chercher à tout recréer, tout refaire et clairement perdre du temps, parce que le temps, justement, on ne l'a plus. Merci. Je suis interpellée par l'absence dans vos discours, en particulier quand vous répondez à la question de quelles sont les raisons des problèmes environnementaux aujourd'hui. Interpellée par l'absence du secteur agricole et de ses conséquences. Ça a été cité vite fait, alors que je pense que c'est central. L'agriculture, comme elle est pratiquée en Belgique, c'est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas 13% Wallonie, 10% globalement. Ok. À l'échelle globale, c'est 30%. Donc voilà. Et ce système agricole, il laisse les agriculteurs dans une situation vraiment assez critique où ils sont face à deux possibilités, soit de continuer à investir, s'agrandir, s'industrialiser, s'endetter, soit de faire faillite en fait. Donc ça répond tout à fait à une idéologie capitaliste qui est très soutenue d'ailleurs par les syndicats agricoles. Et par ailleurs, sur un plan plus global des choses, on va dire, c'est aussi la logique capitaliste qui fait qu'on exporte la majorité de nos productions pour importer la plupart des choses qu'on consomme. C'est de nouveau, je pense, assez interpellant que ça soit absent dans vos débats. Donc voilà, je me posais cette question. Deuxième chose que j'aimerais dire, j'espère pas être la seule à manifester cette réflexion, mais l'environnement, c'est pas seulement des émissions de gaz à effet de serre. L'environnement et les problèmes environnementaux aujourd'hui, c'est la perte de la biodiversité, c'est la dérégulation des cycles biogéochimiques, etc. Un ensemble de choses qui sont très affectées par la manière dont on produit dans notre agriculture. Donc voilà, c'est des questions que je me posais. Aussi, je me demandais quel est votre avis sur notre insouveraineté alimentaire et le fait que pour pouvoir manger dans notre pays, on importe beaucoup de nourriture, notamment de régions qui risquent d'être très affectées par les dérégulations climatiques, donc qui risquent de voir leur production alimentaire varier et rester instable. Quid de ça? Donc, voilà. Et vous ne pensez pas que, comme par exemple le problème en fait, qui nous arrive, c'est dû à l'éducation? Parce qu'en fait, si on voit le dérèglement climatique, tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est nous, mais nous, c'est qui? Est-ce que, en fait, en soi, tout ce problème-là, c'est pas notre éducation? Alors, la première question, le capitalisme là, je te dirais simplement que je pense qu'on est d'abord devant une crise qui n'est pas simplement écologique, mais une crise sociale. Une crise démocratique très importante. Donc on a parlé de Trump sur la question climatique, mais on pourrait parler de Trump sur le danger d'hier, sur la question de la migration, sur la question du capitalisme en lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir, au-delà d'un débat qu'on a déjà eu et qu'on va continuer à avoir dans la société, quelque chose qui va amener des révoltes, pas simplement sociales, mais aussi climatiques. On a parlé de l'immigration, de la migration climatique. Donc il y a des questions qui vont se poser de manière beaucoup plus aiguë dans les prochaines années. Et si on dit on va regarder seulement ce qui est possible dans le paradigme dans lequel on est, à mon avis, on va faire fausse route. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de changement quand le capitalisme était là. J'ai dit qu'il fallait envisager les changements dans la perspective du changement de société. Et que si on ne pose pas ce changement de société comme horizon, on va se tromper dans les mesures, même immédiates, urgentes qu'on veut prendre en main. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Bon, je n'étais peut-être pas convaincu, mais c'est en tout cas la démarche que j'ai voulu faire, qu'il est impossible d'avoir des solutions, même petites,
si on ne remet pas en cause et si on ne s'inscrit pas dans cette perspective-là, à mon avis. Mais ça veut dire avoir des mesures immédiates sur le transport, sur l'énergie et aussi sur l'agriculture. Ça, c'est sur la deuxième question. Je pense que le temps nous a manqué pour en parler, mais tu as très bien décrit, à mon avis, le problème. Et le problème du lien entre la crise économique, sociale et la crise climatique, y compris pour les agriculteurs. Si vous voulez développer une économie où on développe le circuit court, on doit mettre en cause un certain nombre de choses, comme par exemple les accords de libre-échange. Vous devez les mettre en cause. Parce que si vous développez les accords de libre-échange comme on est en train de le faire, vous incitez, vous développez de manière très importante l'idée qu'il faut exporter. Aujourd'hui, on dit qu'en perspective aux agriculteurs du nord et du sud du pays, vous devez exporter en Amérique latine. Ils produisent eux aussi de la viande. Donc c'est complètement absurde. Et là, il y a des accords. Et là, il y a des décisions qui sont prises. Et on a même décidé que les accords de libre-échange passaient au-dessus des accords environnementaux. Dans les faits, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas subordonné ces accords aux accords climatiques. Alors oui, sur la question de l'agriculture, je crois qu'on doit à la fois avoir un programme qui permet ce développement de circuit court, mais qui sera aussi un programme qui va permettre à des agriculteurs et à l'agriculture de passer à l'agroécologie, à d'autres formes d'agriculture que celle qui est l'agriculture intensive, hyper industrialisée et qui favorise particulièrement l'élevage et qui ne va pas favoriser le passage à une alimentation qui est plus saine. Alors oui, la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose, tous les pays qui ont été victimes de la famine, la première chose qu'ils ont fait après avoir été victimes de famine, c'est qu'il y a eu des grands mouvements pour la souveraineté alimentaire. Nous n'avons pas connu ça, mais en fait, on doit avoir, pour des raisons climatiques, un développement et une vision qui vise une souveraineté alimentaire. Alors, sur la dernière question, sur l'éducation, je te dirais oui, bien sûr, on doit travailler à l'éducation, et je pense que la question de l'écologie est très importante, mais vous n'allez pas réussir uniquement et d'abord par l'éducation si on ne va pas au fond et si on ne met pas en cause les mécanismes économiques, les mécanismes qui sont derrière toutes ces contradictions. Si vous demandez aux gens de s'intéresser à la question de l'écologie, mais qu'en même temps derrière la porte, en fait, toute l'économie tourne avec d'autres principes, vous n'allez pas pouvoir le transformer. Donc, je pense que oui, l'éducation c'est important, ça fait partie, à mon avis aussi, de ce travail qu'on doit avoir pour que la grande majorité de la population adhère à l'idée de la transition écologique, mais on doit le faire aussi, encore une fois, à partir d'une vision de société qui remporte l'adhésion des couches populaires, pas qui les oppose à ça. Or, parfois, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour commencer par l'éducation, très clairement, il y a un boulot à faire, mais je crois, pour rendre les gens citoyens actifs, pour que dans tous les domaines, ils puissent se faire leur opinion, comprendre ce qui se passe, comprendre les différentes stratégies qui sont en œuvre et du coup soutenir les stratégies qu'ils ont envie de soutenir. À l'heure actuelle, on est quand même encore fort dans une école, je dirais, où on te dit ingurgite au pays, etc. Je pense que c'est le contraire de ce dont on a besoin à l'heure actuelle. Si on veut avoir des citoyens qui justement soutiennent cette transition, ça ne sera possible que via les citoyens qui auront appris à dire là je mets mes limites, là je veux que ça change, et là je suis prête à participer à telle et telle dynamique, et ça s'apprend depuis tout petit. Et c'est pas évident, parce que quand vous commencez à discuter avec votre fille de est-ce que vraiment on a besoin d'une paire de baskets Nike, eh bien, malgré l'éducation, etc., je peux vous dire que c'est pas toujours si simple. La pression des marques, etc., est énorme et on aurait de grands besoins de soutien à tout niveau pour faire cette éducation. Deuxième aspect, le capitalisme. Est-ce qu'on va en même temps changer de système et changer le capitalisme vu l'urgence dans laquelle on est? Je pense qu'en fait, ça va se faire.
parce que la seule manière de répondre à cette urgence, c'est de faire totalement évoluer ce système. Et donc, de fait, si on veut répondre dans l'urgence aux enjeux face auxquels on est, eh bien, de fait, le système va complètement muter parce qu'il sera beaucoup plus régulé, parce qu'il y aura une série de choses qui seront interdites, parce qu'il y aura une série de choix qui seront devenus totalement difficiles. Donc, le système va muter. C'est pas parce que on ne sera même plus en train de se dire quel est le système qu'on veut, on sera en train de se dire comment atteindre les objectifs que l'on veut, et pour ça, on sera obligé de le faire muter de manière massive. Dernier aspect, je suis contente qu'on y vienne parce que c'est vrai que tout à l'heure, on avait 5 minutes pour présenter l'ensemble de nos mesures pour s'attaquer au défi climat. Donc, fatalement, j'ai passé à toute vitesse les 45% d'émissions de l'industrie, les 22% d'émissions du transport, j'ai effleuré les 20% d'émissions chauffage, et j'ai pas eu le temps d'arriver aux 10% d'émissions en Belgique, donc 30% à l'échelle de la planète, liées à la production agricole. Et pourtant, le secteur agricole est très exemplatif, je dirais, de ce qui se passe dans plein de domaines. Parce qu'à l'heure actuelle, je dirais, ce qui est promotionné et ce qui est soutenu à l'international par le FMI, au niveau européen par la politique agricole commune, c'est encore le contraire de ce qu'il faut faire. Et donc c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'on investit massivement de l'argent public dans un système qui, on le sait, est un système mauvais, puisque c'est un système très industriel, qui privilégie les très grandes exploitations, qui utilisent massivement les pesticides, les engrais et autres, au lieu de revenir à une agriculture plus relocalisée, basée sur l'humain, avec des entreprises à taille normale. Et en effet, la difficulté, c'est que la majorité des syndicats agricoles sont en fait des syndicats, je dirais, mangés par l'industrie agricole actuelle. Mais on voit quand même, et on les a vus à nos côtés dans les combats pour le TTIP, contre le TTIP, etc. Il y a d'autres syndicats qui essaient justement de soutenir les petites exploitations agricoles, les exploitations agricoles qui essayent de muter justement vers une culture plus respectueuse aussi bien de la santé, de leur propre santé en tant qu'agriculteurs, que de la santé des consommateurs et du non-épuisement de leurs terres, ainsi que de la biodiversité qui est autour. Donc le modèle est là, mais à l'heure actuelle, les aides telles qu'elles sont faites sont complètement utilisées à rebours, et les combats qu'on mène, par exemple au niveau européen, pour essayer de transformer ces aides aux agriculteurs, sont encore totalement insuffisants par rapport à l'enjeu. Et on le voit en plus, c'est les agriculteurs qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, des sécheresses. Et au lieu de leur permettre de changer de système, même quand il y a eu des grosses sécheresses cet été, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des primes de soutien par rapport à la sécheresse qui ont été touchées massivement par les grandes exploitations. Donc même quand on constate les effets, on continue à soutenir le système qui nous fait reculer.